Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au programme de terminale en physique-chimie. Dans ce chapitre numéro 3, intitulé Méthode chimique d'analyse, nous allons nous intéresser notamment au dosage par titrage. Après avoir défini les caractéristiques d'une solution, nous définirons ce que c'est qu'un titrage, nous verrons aussi comment l'exploiter, et après nous insisterons sur deux types de titrage particuliers. Tout d'abord, les titrages avec suivi conductimétrique, puis les titrages avec suivi pH métrique. Quand je veux connaître les caractéristiques d'une solution qui est mise à ma disposition, la première des choses que je peux faire, c'est regarder l'étiquette qui est sur son flacon. Dessus, nous allons y retrouver plusieurs informations. Tout d'abord, la formule chimique de la solution contenue dans la bouteille, sa densité, son titrage massique, ainsi que les pictogrammes de sécurité. Je ne reviendrai pas sur les pictogrammes de sécurité, ils sont présents dans chacun des manuels, et si vous voulez trouver la signification de tel ou tel pictogramme, vous savez où trouver l'information. On va commencer par réviser la notion de masse volumique, que vous avez déjà vue en classe de seconde. Alors la masse volumique, c'est le rapport de la masse de solution sur le volume de solution. On note la masse volumique ρ et on l'exprime en kg par mètre cube. On peut bien sûr aussi exprimer la masse volumique en grammes par litre, mais je ne vous fais pas l'affront de vous dire que les grammes par litre et les kilogrammes par mètre cube, c'est pareil. Il ne faut pas confondre la masse volumique d'une solution avec sa densité, qui, elle, en fait, correspond au rapport de sa masse volumique par rapport à celle de l'eau. La densité permet donc de comparer la masse volumique de la solution par rapport à celle de l'eau. Comme il s'agit d'un rapport de masse volumique, bien entendu, la densité est une grandeur sans unité. Pour caractériser une solution, on peut définir la notion de concentration massique, qui est le rapport entre la masse de soluté par rapport au volume de solution. Mais parfois, c'est une autre grandeur qui vous sera donnée comme information. C'est non pas la concentration massique, mais le titre massique. Le titre massique, lui, est défini comme étant le rapport de la masse de soluté sur la masse totale de solution. Le titre massique est une grandeur qui sera sans unité et qui va finalement correspondre à la part de la masse du soluté sur la masse totale de solution. C'est pour cela qu'on va parfois exprimer le titre massique en pourcentage. Si on connaît le titre massique en soluté de la solution étudiée, sa densité, on peut calculer sa concentration en quantité de matière de la manière suivante. T fois D fois la masse volumique de l'eau, le tout divisé par la masse molaire du soluté. Alors là, soyons clairs, je vous interdis purement et simplement d'apprendre par cœur cette relation. Si vous maîtrisez la définition du titre massique, si vous maîtrisez la définition de la masse volumique, mais aussi la relation liant la masse à la masse molaire, vous pouvez sans problème redémontrer cette relation. En effet, nous savons que la concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière de soluté divisée par le volume de solution. La quantité de matière de soluté, se calculant en faisant le rapport entre la masse de soluté et la masse molaire de celui-ci, on peut trouver la relation masse de soluté divisée par masse molaire de soluté fois le volume de solution. Ensuite, j'utilise l'expression du titre massique pour remplacer la masse de soluté par le titre fois la masse de solution, et je vais remplacer le volume de solution par l'expression issue de la masse volumique. Alors concrètement, pour préparer une solution avec un titre massique bien déterminé, on peut procéder soit par dissolution, soit par dilution. Je ne reviendrai pas en détail sur les protocoles de préparation d'une solution par dissolution ou par dilution, puisqu'on l'a vu en détail dans le programme de seconde. Si vous souhaitez une piqûre de rappel, il y a sur ma chaîne YouTube des vidéos dans la rubrique seconde détaillant ces protocoles.
Abordons désormais la notion de titrage. Un titrage est en fait un dosage particulier. Comme tous les dosages, le titrage va consister à déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique qui va être présente dans une solution donnée. La particularité des titrages, c'est que pour déterminer cette concentration ou cette quantité de matière inconnue, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle une transformation chimique. Cette transformation chimique, qui porte aussi le nom de réaction support du titrage, doit être unique, totale et rapide. Unique signifie que l'espèce chimique titrante doit réagir uniquement avec l'espèce chimique attitrée. Total signifie que la réaction doit se produire jusqu'à l'épuisement complet d'un des deux réactifs, qui sera alors le réactif limitant. Dans ce cas-là, la réaction est dite quantitative. Enfin, rapide signifie que la réaction doit se terminer de manière quasi instantanée. En effet, sinon le titrage serait beaucoup trop long à réaliser. Ensuite, il y aurait un autre souci de taille. Puisque je dois ajouter petit à petit la solution titrante, combien de temps devrais-je attendre entre deux versements? Quelle que soit la nature du titrage réalisé, qu'il soit colorimétrique, conductimétrique ou pH métrique, le montage expérimental présentera des caractéristiques communes. Tout d'abord, la solution à doser, c'est-à-dire le réactif titré, sera placée dans un bécher ou un récipient équivalent. On y ajoutera un barreau aimanté afin de placer sous agitation le mélange réactionnel pendant tout le dosage. J'aurai donc besoin d'un agitateur magnétique. La solution titrante, solution dont on maîtrise parfaitement la concentration, sera placée dans une burette graduée. Burette graduée située au-dessus du mélange. On pourra ainsi ajouter progressivement la solution titrante jusqu'à obtenir ce qu'on appelle l'équivalence du titrage, c'est-à-dire l'état du système que l'on obtient lorsque les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Cela veut dire qu'à ce moment précis de la manipulation, le bécher ne contient plus ni réactif titré, ni réactif titrant. En résumé, on va définir le titrage en 3 phases. Avant l'équivalence, le réactif titré est en excès, c'est-à-dire que le réactif titrant, celui que je rajoute, sera le réactif limitant. À l'équivalence, on a dit qu'il n'y avait pas de réactif limitant. Le réactif titrant et le réactif titré sont introduits en proportion stoichiométrique. Après l'équivalence, tout ce que je vais rajouter de réactif titrant sera en excès. Ça veut dire que le réactif titré a totalement disparu. C'est lui qui est le limitant. À l'aide de la relation à l'équivalence, que je peux retrouver à l'aide d'un tableau d'avancement, je vais pouvoir déterminer la quantité de matière de solution titrée. Il est donc capital lors d'un titrage d'être capable de bien déterminer l'équivalence. La méthode pour détecter l'équivalence va dépendre du type de titrage que l'on va utiliser. Lors d'un titrage colorimétrique, l'équivalence pourra se repérer par un changement de couleur, si j'utilise par exemple des indicateurs colorés. Ça pourrait être aussi l'apparition d'une coloration, si le réactif titrant est coloré. Et enfin, ça peut aussi être observé lors de la disparition de la coloration, si c'est le réactif titré qui est coloré. Nous allons désormais nous intéresser au titrage avec suivi conductimétrique. Pour réaliser un titrage avec suivi conductimétrique, il faut que la réaction support du titrage mette en jeu des ions. Au cours du titrage, c'est-à-dire à chaque ajout de solution titrante, on va mesurer la conductivité du mélange réactionnel ou bien parfois sa conductance à l'aide d'un conductimètre. On trace ensuite le graphique représentant l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante. Conductivité bien sûr ou conductance selon la grandeur. Le protocole expérimental est le suivant. On verse la solution titrante dans une burette graduée. On remplit un bécher avec un volume bien précis de solution titrée, que l'on aura prélevé à l'aide d'une pipette jaugée par exemple.
Quand on fait un dosage conductimétrique, il est important que l'ajout de solutions titrantes dans le mélange réactionnel ne contribue pas à diluer les espèces présentes dans le mélange. Aussi, pour éviter ce facteur de dilution, on ajoute un volume important d'eau distillée à la prise d'essai dans le bécher de solution titrée. On allume l'agitation magnétique et on place la sonde du conductimètre en faisant attention à ce qu'elle soit bien immergée sans toucher le turbulent. On introduit ensuite millilitre par millilitre le réactif titrant en ouvrant légèrement le robinet de la burette. Et pour chaque volume versé, on mesure à l'aide du conductimètre la conductivité de la solution. Il restera ensuite à tracer la courbe démontrant l'évolution de la conductivité ou de la conductance en fonction du volume de solution titrante versée. Pour comprendre l'allure de la courbe d'un titrage conductimétrique, il est important dans un premier temps de bien faire l'inventaire des ions présents dans le mélange réactionnel, y compris les ions spectateurs. Lors du titrage, c'est-à-dire lors de l'ajout de la solution titrante, il va y avoir une évolution des concentrations en quantité de matière de chacune des entités présentes dans le mélange réactionnel. Donc on est capable de connaître l'évolution de la conductivité du mélange réactionnel pendant le titrage. Ainsi, la conductivité de la solution sera une fonction affine du volume de solution titrante versée. Concrètement, les points expérimentaux vont se répartir selon deux droites. Eh bien, l'équivalence correspondra au changement de pente de la courbe de titrage. Le volume équivalent correspondra donc à l'abscisse du point d'intersection des deux droites présentes sur la courbe de titrage. En fonction de la nature des ions qui vont être présents dans le mélange réactionnel et donc de leur conductivité molaire ionique, différentes formes de courbes de suivi pourront apparaître. Les trois plus classiques que l'on rencontrera cette année seront les suivantes. Une fonction affine descendante avant l'équivalence, puis ascendante après l'équivalence. Dans le cas suivant, les deux droites seront ascendantes, mais il y aura une rupture de pente au moment de l'équivalence. La pente deviendra plus faible. Et enfin, il est aussi possible d'avoir, au moment de l'équivalence, une pente plus forte. On remarquera que dans tous les cas, après l'équivalence, la fonction affine est toujours croissante. Cela s'explique par le fait que comme il n'y a plus de réactif titré, eh bien, à chaque fois que l'on va rajouter du réactif titrant, on va augmenter la conductivité. Pour terminer ce chapitre sur les titrages, nous allons nous intéresser désormais au titrage avec suivi pH métrique. Pour réaliser un titrage avec suivi pH métrique, il faut que la réaction de support du titrage soit une réaction de type acide-base. Au cours de ce titrage, à chaque ajout de la solution titrante, on va mesurer le pH du mélange réactionnel. On pourra ensuite donc tracer l'évolution de la valeur de ce pH en fonction du volume de solution titrante ajoutée. Si la solution titrée est un acide, l'ajout de solution titrante de type basique va donc faire en sorte que le pH va augmenter. Si bien sûr la solution titrée est une solution de type basique, c'est l'inverse qui va se produire. Ça veut dire que le pH va ne faire que diminuer. Mais dans tous les cas, à l'équivalence, on va observer ce qu'on appelle un saut de pH. Le protocole expérimental est le suivant. On verse la solution titrante dans une burette graduée. Dans un bécher, je vais verser un volume bien connu de solution titrée. Je place dans le bécher la sonde pH métrique et je ferai bien attention à ce que cette sonde soit totalement immergée, quitte à rajouter de l'eau distillée pour que celle-ci le soit complètement. On met ensuite en route l'agitateur magnétique de manière à homogénéiser le mélange réactionnel lors de l'ajout de chaque volume de solution titrante. Et à chaque fois que j'ajoute un volume de solution titrante, je mesure le nouveau pH du mélange réactionnel. Comme la valeur du pH du mélange réactionnel va brutalement changer au niveau de l'équivalence, il serait intéressant de faire deux dosages successifs. Le premier pour avoir une estimation du volume équivalent et le deuxième qui nous permettra de resserrer les prises de mesure du pH au voisinage de cette équivalence.
Concrètement, si j'ai une idée du volume équivalent que je vais obtenir, je peux procéder de la manière suivante. J'ajoute millilitre par millilitre le réactif titrant en mesurant à chaque fois le pH du mélange réactionnel. Et lorsque j'arrive à 1 millilitre du volume équivalent estimé, là, je peux mesurer le pH tous les 0,1 millilitres environ. Une fois l'équivalence passée, je peux de nouveau reprendre des paliers de 1 millilitre de manière à avoir la deuxième partie de la courbe. Alors que la courbe représentative de l'évolution du pH en fonction du volume soit croissante ou décroissante, la détermination du volume équivalent pourra se faire de la même manière, soit par la méthode des tangentes, soit par la méthode de la dérivée. Présentons d'abord la méthode des tangentes. On trace de part et d'autre du point qui va correspondre au volume équivalent deux tangentes à la courbe qui vont être parallèles entre elles. On comprend mieux pourquoi c'est important de resserrer les prises de mesure au voisinage de l'équivalence, pour justement avoir des meilleures tangentes possibles. On trace ensuite une droite perpendiculaire à ces deux tangentes, et on va prendre le milieu entre ces deux droites, le milieu du segment entre ces deux tangentes. Et on va ensuite tracer la droite D parallèle à ces deux tangentes qui passe par le milieu de ce segment. Eh bien, normalement, si le travail était bien fait, l'intersection de la droite D avec la courbe de titrage va nous donner le point d'équivalence. Et en lisant au niveau de l'abscisse de votre graphique, on pourra lire le volume équivalent et alors donner le pH à l'équivalence. La deuxième méthode, appelée méthode de la dérivée, s'appuie sur le fait que le coefficient directeur de la tangente à la courbe pH en fonction de volume titrant ajouté passe par un maximum. Donc concrètement, la courbe montrant l'évolution de la dérivée du pH par rapport au volume de solution titrante versée va présenter un pic dont le sommet aura pour abscisse le volume versé à l'équivalence. Voilà, cette longue vidéo est maintenant terminée. Il va falloir s'entraîner avec des exercices et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.